Bonsoir à tous et bienvenue dans Politis, l'émission qui replace le citoyen au cœur des politiques publiques. Alors les élections provinciales sont passées, les résultats vous les connaissez. Alors ce soir on s'intéresse à une autre réalité du vote. Je parle de ceux qui se sont abstenus et de ceux qui ont choisi des listes dites centrales. Que nous disent-ils de la société calédonienne d'aujourd'hui? Les clivages qui structurent la vie politique reflètent-ils encore la manière dont on vit ensemble au pays? Sommaire. Nous commencerons par analyser en détail les résultats du bloc dit central avec le démographe de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien Jonas Brouillon. Avec lui, nous verrons s'il existe bien une troisième voie. Puis nous essaierons de décrypter ce que nous disent ces votes de l'état du dialogue social au pays avec la fondatrice de l'association Dialogue NC, Joy Hérin, et le créateur de contenu qui mise sur la jeunesse et la solidarité que vous connaissez sous le nom de Machou. Enfin, parce que les animaux sont parfois les mieux placés pour nous aider à prendre du recul, on prendra les avis des margouillas. Ce sera la chronique bêtement dit de King Taz. Alors, dimanche dernier, l'heure était au vote. Certains se sont rendus aux urnes. Beaucoup les ont boutés. Il faut dire que vous avez été 69 872 à vous abstenir et 22 788 personnes ont voté pour la troisième voie. Je vous propose de regarder de plus près ces chiffres avec Jonas Brouillon, c'est l'œil de l'expert. Jonas Brouillon, bonsoir, vous êtes avec nous depuis Koné, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, vous êtes démographe à l'IAC et vous étudiez les mouvements des populations. Dimanche, justement, une partie de la population ne s'est pas mobilisée aux urnes. À quel point l'abstention de ce scrutin est-elle importante ? Elle s'inscrit dans la continuité de l'abstention déjà observée lors des précédents scrutins. En fait, il y a une baisse continue de la participation depuis de nombreuses années au provincial. Ce qu'on voit, c'est que l'abstention a augmenté de 2,8 points par rapport au provincial 2019, sachant que c'est sur un corps électoral qui est un peu plus élargi. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas non plus un effondrement du nombre de votants, mais une rupture qui est assez nette aux îles, où finalement l'abstention a augmenté de 10 points par rapport à 2019. C'est la rupture la plus visible. Pour les autres provinces, ça s'inscrit un peu dans la continuité d'une érosion continue depuis quelques années de la participation. Oui, justement, Jonas, vous dites qu'il ne s'agit pas d'un décrochage ponctuel. Il y a bien une baisse au fil des différentes élections provinciales. Oui, tout à fait. La participation, elle pouvait atteindre plus de 70% dans les années 90-2000. Là, aujourd'hui, on atteint péniblement les 63-64%. Donc, il y a effectivement une tendance lourde de moindre participation au scrutin, mais qui concerne principalement les scrutins donc provinciaux et voire municipal, etc. Mais quand on regarde les référendums, par exemple, ils avaient eu un taux de participation beaucoup plus élevé. Donc on ne peut pas non plus résumer l'ensemble de l'électorat calédonien à un électorat abstentionniste. Il y a des scrutins qui mobilisent plus que d'autres ces dernières années. Et là, en l'occurrence, les provinciales, il y a une baisse continue, effectivement. Donc c'est pas une nouveauté, finalement, cette abstention qui a encore augmenté cette fois. Mais ça démontre une évolution peut-être dans la manière de s'engager dans la vie publique ? Oui, peut-être qu'il y a un désintérêt de certaines personnes pour la politique, peut-être une lassitude aussi, vu que toutes ces élections s'inscrivent aussi dans une période d'instabilité institutionnelle, de discussions qui peuvent s'éterniser ou non. Donc peut-être que c'est ça que ça reflète aussi chez l'électorat, c'est peut-être à relier à l'actualité institutionnelle, à l'actualité depuis 10 ans, on va dire. Alors, dans ce scrutin, les deux blocs traditionnels sont les grands vainqueurs. Mais si on raisonne en nombre d'électeurs, quel est le poids du bloc central ? Faut s'entendre sur ce qu'on appelle bloc central. Ce qu'on pourrait appeler bloc central, du coup, c'est ce qui serait situé donc entre les indépendantistes et les loyalistes. Si on regarde à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, ça représente à peu près 20% de l'électorat. Mais c'est surtout situé en province sud, en fait. En province sud, ça représente 25% des voix qui se sont exprimées en province sud, 25-26% à peu près.
dont 10% c'est l'éveil océanien, et puis les autres, le reste c'est les autres listes. Mais du coup, il n'y a que l'éveil océanien qui arrive à convertir ces voix en un nombre de sièges à l'Assemblée de province et au Congrès. Ça, c'est du fait de la règle très stricte qui dit qu'il faut obtenir plus de 5% du nombre d'inscrits et non de votants. Donc quand il y a une forte abstention, ça joue beaucoup. Oui, voilà, tout à fait. C'est effectivement cette règle des 5% des inscrits. Le fait est que ça fait quand même plusieurs élections qu'il y a au moins 30% de l'électorat qui s'abstient. Donc forcément, ça rend d'autant plus difficile pour les petites listes, entre guillemets, de pouvoir dépasser cette barre. Jonas, on parle du bloc central, mais est-ce qu'on peut vraiment parler justement d'un seul et même bloc parce que finalement, si c'était le même bloc, ils se seraient peut-être tous unis, non ? Oui, voilà. S'il y a eu différentes listes, il faut aussi partir du principe que c'est parce qu'il y a des propositions politiques différentes. En fait, quand on regarde le bloc central, souvent, ça va être des listes qui vont du coup s'afficher en opposition à la bipolarisation. Mais il y a différentes familles, en fait, dans ce bloc central. Il y a ceux qui vont explicitement ne pas se positionner sur l'avenir institutionnel et qui vont mettre l'accent sur les questions économiques et sociales. On peut distinguer le centre non indépendantiste, donc Calédonie Ensemble et ses dissidences, et l'éveil océanien également, donc qui vont plutôt se positionner d'un point de vue extérieur à ces grands blocs. On voit que Calédonie Ensemble s'était présenté plus avec une volonté de négocier, donc ils assumaient d'être dans la famille non indépendantiste. À côté de ça, il y a d'autres listes, typiquement Faire Pays par exemple, qu'on pourrait aussi classer dans ce bloc central, vu qu'il y a une critique de la bipolarisation. Et quand on regarde leurs propositions, elles se rapprochent finalement plus de celles de l'Union nationale pour l'indépendance, donc la souveraineté partagée. Donc en fait, il y a même au sein de ce bloc central, il y a quand même différentes propositions, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu différentes listes. Donc ce qu'ils ont pour point commun, c'est qu'ils refusent la bipolarisation de la vie politique, mais c'est quand même des propositions politiques qui peuvent être assez différentes et qui vont pencher, au final, pour certaines, plus du côté indépendantiste et d'autres plus du côté loyaliste dans tous les cas. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup, Jonas Brouillon, et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée, et bon débat avec vos invités. Merci. Alors, les chiffres montrent qu'une part importante de la population ne se retrouve pas totalement dans les clivages traditionnels. Mais que cherche-t-elle exactement ? Appelle-t-elle à plus de dialogue entre toutes les communautés ? On en parle dans notre grand échange. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec moi ce soir pour le grand échange. Avant de commencer, je voudrais qu'on regarde ces témoignages. Nous les avons recueillis dimanche. C'était le jour des élections. On a participé au vote précédent, mais aujourd'hui, voilà, on se dit que maintenant, dans cette vidéo aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre vie, voilà, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est une nécessité de venir voter. Nous, en tant que jeunes, nous, on voudrait qu'il y ait un changement, clairement. Et moi, personnellement, c'est mon combat, comme tant d'autres, j'espère. C'est qu'il n'y a pas de choses de la haine qui va prendre le dessus, mais surtout la cohésion avant tout. La cohésion avant tout, et j'espère que celui auquel j'ai voté puisse promouvoir la cohésion, la jeunesse aussi, mettre en avant la jeunesse. Il faut que ça change aussi pour nous ici. Surtout ici en province sud, il faut que ça change. Il faut que la tribu, elle bouge aussi, la tribu de Saint-Louis, il faut que ça bouge parce qu'on a perdu, il y a eu du sang qui a coulé chez nous. Et il faut que, il faut que ça change. Quand même, cette mandature a duré 7 ans, elle a duré un peu trop longtemps. Je ne suis pas allée voter, ça ne m'intéresse pas les votes. Ça t'a jamais intéressé ou c'est par rapport au contexte actuel ? Par rapport au contexte actuel. Oui, déjà aujourd'hui, c'est très important de se lever de la maison, prendre le temps de venir voter. C'est à l'image, les représentants sont à l'image de la population, c'est la majorité qui le remportera. Alors, merci à ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Machou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes créateur de contenu et vous êtes aussi jeune. Alors, commençons avec vous. Peut-être une réaction au témoignage qu'on vient d'écouter ? Déjà, il m'interpelle, surtout pour la jeune fille qui a parlé juste avant, qui disait que ça n'intéressait pas du tout d'aller voter, surtout avec le contexte actuel. Ça me révolte.
Ça me révolte beaucoup parce que, en soi, pour faire bouger les choses, je pense, et puis faire évoluer le contexte, il faut voter. Au contraire, je pense qu'on n'a pas, pour une partie et une grande partie de la jeunesse, ils n'ont pas forcément conscience que le fait de voter, ça permet d'avoir un impact à différents domaines, Niveau oui. différents niveaux, sur différents domaines. Et c'est là que c'est problématique pour moi, je pense. Et autour de vous, au sein de la jeunesse, justement, c'était comment? Est-ce que les campagnes, ou en tout cas les élections provinciales intéressaient ou pas? On en parlait? On en parlait, mais vaguement. On a juste un seul point sur lequel j'ai pu voir en fait des votants et des non-votants au niveau de la jeunesse. C'était le fait qu'on ne se reconnaissait pas du tout dedans. Quand on se dit souvent, ben voilà, on n'a pas eu de moment où on est venu nous concerter avant ces votes. Et du coup, on a un peu ce sentiment d'être utilisé. Oui. Pour beaucoup, la jeunesse se sent utilisée pour les votes et se dit, ben, finalement, ils viennent nous chercher que quand ça nous Que quand arrange. ils en ont besoin. C'est ça. Et même après, dans les projets qui sont menés, pour beaucoup, on se rend compte que le sujet de la jeunesse n'est pas forcément abordé. Tout ce qui en ressort aussi, voilà, le ressenti, les problématiques, ce que la jeunesse se pose comme vit question. au quotidien. Exactement. Et peut-être pour Nouméa, dans les quartiers notamment. C'est ça, les quartiers et les tribus aussi. Oui, oui. Est-ce que justement ces listes citoyennes qui se sont créées, qui sont un peu différentes des précédentes élections, est-ce que vous pensez qu'elles répondaient à un besoin justement? Je pense du fait que, par exemple, je suis aussi dans le domaine associatif. Je suis aussi parrain de l'association Solidarité Presqu'île de Ducos. Je pense que c'est un bon exemple. L'ouverture de ces nouvelles listes, je pense qu'on peut le voir d'un œil où c'est une volonté du peuple d'offrir en fait une nouvelle vision, une nouvelle direction. Donc Le peuple qui reprend un peu le pouvoir. C'est ça. Donc tout comme la solidarité, on a vu que le système actuel avait quelques lacunes et du coup la population apporte aussi des solutions et du coup je pense pour moi c'est vraiment bien qu'il y ait des nouvelles listes parce que du coup ça montre que la population, même en dehors de l'abstention, elle a aussi cette envie-là de s'inscrire, de venir proposer quelque chose. Les manches et faire quelque chose. Et c'est peut-être pas forcément en opposition avec les deux blocs principaux. C'est peut-être juste aussi, comme on a dit, parce qu'ils sont aussi rattachés à des familles politiques. C'est peut-être une volonté du peuple. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Intéressant. C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Joy, bonsoir. Alors, vous êtes sur le terrain aussi. Derrière l'abstention ou le vote des listes centrales, est-ce que vous voyez l'émergence justement d'une autre forme de dialogue? Alors, nous, sur le terrain, on fait des rencontres via l'association donc Dialogue. Et effectivement, c'est toujours des moments où les gens sont heureux de se retrouver parce que on sort un peu de cette polarisation et on va chercher dans des espaces, mais du coup plus petits, plus presque intimes, où on n'est pas trop nombreux, où il y a un cadre de confiance. Et là, effectivement, le dialogue se noue de façon très spontanée. Et donc, quand on est sur le terrain, on a plus tendance à voir tout ce qui rassemble les gens que ce qui les polarise. Et effectivement, dans l'association, on s'est beaucoup questionné sur cette abstention-là. Et effectivement, il y a beaucoup d'études pour comprendre les abstentions, parce qu'il n'y a jamais une seule raison. Et c'est sûr que l'abstention liée à la polarisation existe. Et quand on est face à des blocs aussi forts, quand on ne se reconnaît pas forcément dans ces blocs-là, on a tendance à se désintéresser pour ne pas avoir à choisir en permanence cette binarité-là. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'un citoyen peut se sentir entendu ou au contraire pas du tout? Justement, qu'est-ce qui se passe dans cette polarisation? Effectivement, c'est, je pense, un peu toute l'émergence des listes citoyennes. On repart du terrain, on revoit aussi, parce que là, en fait, l'abstention, on pose la responsabilité sur l'individu, mais on ne va pas forcément questionner la façon d'aller faire de la politique, la façon d'aller construire des politiques publiques, etc. Et donc, nous, dans l'association, effectivement, ça s'appelle dialogue, mais ce n'est pas que des moments d'échange, c'est aussi des moments où on va faire de l'intelligence collective avec les citoyens pour revoir le fonctionnement
de nos services publics, de la façon dont sont construits les équipements publics, etc. Et à partir du moment où on est dans une position de construction, de co-construction, autour de tables, d'échanges, de cheminement, en fait, On arrive à trouver des... souvent, malheureusement, chemins communs. quand on est dans un débat politique ou quand on voit des débats à la télé, chacun défend sa position. Et c'est le jeu de la normal. politique. Mais nous, voilà, quand on fait des moments d'échange, on re-questionne ça et on se laisse cheminer. Voilà, on a le droit de, au début, avoir tel avis et grâce à voilà, tel échange, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Donc on re-questionne même juste le cadre du dialogue. Machou, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, ça a l'air de rejoindre un peu ce que vous disiez. C'est ça, je suis vraiment d'accord avec ce que Joy a dit. Et surtout, je pense aussi, dans certains débats politiques, on est trop dans la confrontation plutôt que dans le développement, finalement, de leurs propositions. Moi, j'ai vraiment vu, en tant que jeune, et avec beaucoup de personnes de mon entourage, que finalement, nos politiques passaient leur temps à pointer du doigt ce que l'autre faisait de mal, plutôt que de développer ou de trouver un terrain d'entente, ou développer, tisser un lien, parce que finalement, même si c'est une élection qui est assez importante quand même, parce que ça touche à différents niveaux, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est aussi... Je pense à un moment où il faudrait revenir aussi à l'essence même de la politique, parce que c'est un art, et c'est surtout représenter le peuple. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans cette confrontation-là des blocs ou des partis ou des visions. Et finalement, ça devient... Il n'y a plus de développement. On sent que le développement, il est bloqué, surtout dans les échanges, dans l'évolution, pour trouver des solutions finalement sur des questions qui se posent sur différents domaines. Alors, la question du clivage calédonien, la question du clivage politique calédonien, pardon. Les animaux ont leur avis. Je vous propose de l'écouter. C'est le bêtement dit de King Taz. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de Calédonia de ce... Langin, t'as vu les élections à la bonne là? Genre c'est hyper important, il y en a plein, ils ont même pas voté, c'est abusé carrément. Ah peut-être ils en ont marre de voter pour les mêmes aussi, hein. Regarde, nous on est toujours accrochés à notre mur, eux c'est pareil, les politiques ils sont toujours accrochés à leur siège, c'est normal. Mais non c'est pas pareil, si nous on lâche le mur, on tombe et on se fait bouffer par le chat. Oui c'est vrai, barre-le ce chat là. Mais non mais ce qui est abusé c'est l'abstention carrément, c'est comme fermer les yeux devant un moustique, après tu t'étonnes contre le bout. Mais moi je ferme jamais les yeux devant un moustique, t'es fou toi? C'est une métaphore. Une métaphore, un papillon ou un moustique c'est pareil pour moi. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ça c'est pas gentil ça. Moi je dis que peut-être que les gens ils ont pas voté parce qu'ils en ont marre que ce soit des extrêmes qui prédominent. Eh ben si, moi j'écoute leur conversation monsieur. N'importe quoi. Si c'est vrai. Non. Si. Non. Si. Non. Eh ben si. Bon peut-être que t'as raison. Dans ce cas là c'est quoi la solution? Je sais pas, moi je suis un margouillard, à part faire caca dans la marmite juste en dessous, c'est pas à moi de décider pour eux. Attends, tu fais caca dans la marmite des humains? Et tu t'étonnes qu'on se prenne des coups de claquette après? Ah mais oui, c'est pour ça qu'ils nous aiment pas en fait. J'ai peut-être été un peu trop extrême. Bah en fait ça rejoint exactement ce qu'on disait. Tu devrais te présenter aux prochaines élections margouillales. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, je te jure, tu serais au top. Alors, les margouillards n'ont peut-être pas tort. Il y a aussi une forme de lassitude chez les votants. Je vous vois hocher de la tête, Machou. Exactement, ouais. Franchement, c'est vraiment bien résumé. Alors, Joy, il y a un point commun quand même à toutes ces listes du bloc central. Toutes mettent en avant leur caractère multiculturel. Est-ce que ça traduit une forme d'évolution dans la manière dont les différentes communautés se perçoivent entre elles ? Alors, je ne m'avancerai pas forcément sur l'aspect multiculturel, mais effectivement, nous, dans l'association, c'est sûr qu'on parle des aspects culturels, mais on rappelle toujours que nous sommes avant tout les enfants de notre génération, avant d'être ceux de nos parents. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de questions sur la jeunesse, son implication, et une autre façon de vouloir participer. On voit que dans des moments importants de la politique, les jeunes s'impliquent, et s'impliquent en termes associatifs. C'est pas forcément toujours via un bulletin. Et là, effectivement, il y avait plusieurs enjeux. Donc, est-ce qu'on votait pour des provinces, des enjeux de développement économique, touristique? Est-ce qu'on votait pour nos élus au Congrès? Est-ce qu'on votait pour ou contre l'indépendance, pour l'avenir institutionnel? Et malheureusement, cet empilement d'enjeux, un peu peut nuire à la clarté de pourquoi je vote et dans quelle liste je vais
soutenir. Et effectivement, pour revenir sur les aspects interculturels, nous, on constate, on a regardé un petit peu les parties, les programmes, et finalement, c'est beaucoup des programmes qui valorisent le multiculturalisme, qui n'a rien à voir avec l'interculturalité. Donc, dans le multiculturalisme, on est là à vouloir, c'est très bien, reconnaître la diversité existante en Calédonie, mettre en avant cette diversité-là. Donc, on pouvait voir dans certains programmes des semaines des langues, mettre en avant certaines communautés. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on fait ça. Et finalement, le multiculturalisme, on veut faire du vivre ensemble, mais on fait que mettre en avant nos différences. Dans l'interculturalité, on va chercher finalement qu'est-ce qu'on a en commun, parce qu'on a beaucoup plus de choses qui sont en commun, et construire en fait des politiques publiques, des équipements, où chacun puisse se reconnaître, où il n'y ait pas une charge d'adaptation à l'accès à certains équipements. Donc, je pourrais donner des exemples, mais voilà, on n'est pas que sur mettre en avant cette diversité-là. Machou, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que auprès des jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile, ou en tout cas facile, de construire des liens au-delà des communautés? Oui, clairement, on le vit tous les jours. Voilà, que ce soit à l'école, dans le travail, ou voilà, on est tout le temps dans ce mélange de cultures. Mais je pense après, au niveau de la jeunesse, la question, elle est surtout, on a eu dans l'œil de l'expert, voilà, les chiffres, une analyse poussée. Mais je pense que ça serait intéressant aussi de voir la tranche d'âge. Parce que moi, je pointe vraiment du doigt ma génération, qui est la génération des 2000. Je pense que dans l'abstention, on est vraiment majoritaire. Et je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation sur la politique, sur les enjeux. Cette jeunesse-là, finalement, qui ne s'intéresse pas et qui ne voit pas l'intérêt, finalement, d'aller voter, de s'intéresser, de comprendre le rôle de chaque institution du pays, et qu'il faudrait aussi s'intéresser aussi à ça, parce que c'est vraiment important, hein. C'est vraiment, vraiment important. Et je pense qu'il y a aussi un questionnement sur le fait d'éduquer sur la politique. Sur la politique, avant de s'interroger plus sur la question communautaire d'appartenance à tel ou tel... Voilà. Peut-être à l'école, peut-être questionner aussi peut-être le domaine scolaire, sur tout ce qui est le MC, voilà, les questions un peu plus politique pays, plutôt que de l'histoire politique vaste. Et puis ça permettrait aussi à cette jeunesse d'être pleinement consciente, de ce qu'elle peut faire, des enjeux aussi. D'accord. Alors, il y a eu quand même les événements de 2024. D'ailleurs, on s'attendait à peut-être une participation massive. Bon, elle n'a pas eu lieu. Les événements de 2024, ils ont quand même conduit à une hausse du radicalisme. Joy, peut-être avec vous, percevez-vous dans les ateliers que vous menez qu'il est plus difficile d'aller vers l'autre? Pas du tout, en fait. C'est ça qui est rassurant. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on met des êtres humains dans une pièce, où on construit un cadre de confiance, où on repart sur des échanges pas courtois, mais juste un temps d'échange, on sort de cette dynamique des réseaux sociaux, parce que finalement, les réseaux sociaux montrent une image de personnes très radicales parfois, qui n'est pas forcément la réalité. Et à partir du moment où on est en contact, la nuance revient, la bienveillance revient. Et donc finalement, nous, c'est aussi des moments de soulagement, parce qu'on se rend compte à quel point on peut cheminer ensemble, que l'autre a un point de vue intéressant, qu'on peut construire ensemble. Et c'est tous ces dispositifs de participation citoyenne, d'intelligence collective qui recréent ça. Et c'est plus on va multiplier ces espaces-là d'échange, plus on va être capable de voir tout ce qui nous rapproche, plutôt que... c'est très bien les fêtes où il y a chaque culture qui monte sa danse, etc. Mais ce n'est pas des moments d'échange entre nous, c'est des moments d'exposition. Et alors justement, comment est-ce qu'on recrée ces espaces de dialogue? Ou comment est-ce qu'on les crée plutôt? Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de baguette magique. C'est des moments très simples, comme là, on est ensemble, on se retrouve. Donc nous, tous les derniers jeudis du mois, on a des rendez-vous interculturels. On prend un thème. Donc on a eu le thème du métissage, le thème de l'éducation à la maison qu'on va reporter du coup. Et finalement, ce n'est pas des super-héros, super-héroïnes qui font
qui vont sauver, mais c'est la multiplication de ces moments-là qui permettent de se rendre compte qu'on n'est pas tant dans un contexte polarisé. D'accord. Et alors vous, de votre côté, Machou, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on devrait créer? Pour les jeunes, par rapport à ces échanges, sur TikTok notamment, je vois qu'il y a énormément d'échanges en live. Donc là où on retrouve aussi des débats qui ne sont pas forcément travaillés, mais c'est des personnes qui spontanément font des lives. Ça m'est déjà arrivé aussi de le faire et de monter sur des sujets politiques, sociaux. Et franchement, c'est hyper intéressant. Sur TikTok, notamment, on a beaucoup de personnes qui font ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Les réseaux sociaux peuvent être aussi un vecteur de dialogue et de Il y a des partage. espaces quand même que les jeunes ils utilisent pour faire passer des messages. Et surtout aussi, des fois, pour discuter. On a souvent des Calédoniens qui sont en métropole, qui sont dans différents endroits du monde et qui discutent encore avec des jeunes qui sont ici sur Nouméa ou en province nord ou en province des îles. Et on arrive des fois même à se confronter. On arrive à avoir aussi cette vision-là de personnes qui ne sont pas forcément ici au pays, qui sont parties. Et des fois, Qui nous aide à prendre du recul. Prendre du recul avec eux, leur vision qu'ils avaient avant du pays, ou même nous, des fois, de leur montrer la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'eux aussi, à l'extérieur, ils n'ont pas forcément la réalité du terrain. Le pays, il a énormément changé. Même parfois, en 2 ans, on peut voir que voilà, tout peut basculer, tout peut évoluer, tout peut changer. Donc, sur TikTok, voilà, on a quand même des petits échanges comme ça, pas forcément bien cadrés, mais des échanges Mais qui riches. sont efficaces. C'est ça. Écoutez, on va se terminer sur cette note positive. Merci beaucoup à tous les deux. Notre échange arrive déjà à sa fin. Je vous remercie d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci. Quant à vous, je vous souhaite une très belle soirée sur Calédonia.